les amis, je vous souhaite alors la bienvenue pour la vidéo de ce mercredi soir exceptionnellement, voilà, car si vous suivez la chaîne, vous savez que la vidéo aurait dû sortir comme d'habitude en dimanche après-midi à 14h, mais j'ai retardé la publication. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Voilà, il s'agit d'une vidéo sur le projet de deal minier entre la République démocratique du Congo et le gouvernement des États-Unis d'Amérique contre protection sécuritaire par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo avec l'agression de l'armée rwandaise sous couvert du groupe terroriste du M23. Et donc la vidéo aurait dû sortir il y a 2 semaines, voilà, en dimanche après-midi, mais j'ai retardé la sortie pour 2 raisons. Premièrement, j'ai voulu insérer des nouveaux éléments de l'actualité congolaise qui court à une vitesse grand V, voilà, des éléments qui sont survenus au moment où je prévoyais de poster la vidéo. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que j'ai été très occupée aussi à expédier de la marchandise par voie maritime de la Suisse vers Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où je viens d'ouvrir une boutique, comme vous le savez, mais on va développer cela dans une autre vidéo, car aujourd'hui, on ne parle pas business, mais situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, sans plus tarder, on va y aller. Voilà donc les amis, nous allons aborder ces sujets aux grands enjeux pour la République démocratique du Congo, projet de deal minier entre la RDC et les gouvernements américains. Qu'est-ce que j'en pense? Voilà, vous savez que moi je parle sans langue de bois pour les questions qui concernent la RDC. Car ce qui m'intéresse, voilà, c'est la nation et non pas les individus ou leurs partis politiques, comme c'est le cas où les gens vont parler pour soutenir un camp un camp ou l'autre camp. Voilà, ici, on parle sans langue de bois en tirant à balles réelles sur tous ceux qui les méritent, quel que soit leur camp, pouvoir en place, opposition, soi-disant mouvement citoyen, voilà, qui sont avec cette opposition, ces soi-disant mouvements citoyens, pour beaucoup, avec cette opposition, qui sont acquis à la cause mafieuse de Paul Kagame. On va parler aussi particulièrement du cas de l'élite du Kivu, Katanga, très impliquée, voilà, dans cette guerre contre la RDC, de connivence avec Paul Kagame. Je l'ai toujours dit, et je l'assume, car les militaires qui font le sacrifice sur le front ne sont pas que du Kivu. D'ailleurs, la majorité ne sont même pas du Kivu ou du Katanga. Ce sont des enfants, des jeunes gens d'autres provinces qui vont mourir alors que l'élite du Kivu Katanga est en train de manger avec, voilà, les criminels, la mafia rwandaise. Il faut le dire, il faut mettre cette élite du Kivu Katanga, commencer à la mettre face à ses responsabilités, parce que ce qui se passe là, finalement, a une incidence sur les autres provinces de la RDC qui n'ont rien demandé, alors que cette élite, depuis plusieurs années, est dans une relation incestueuse avec ceux qui tuent essentiellement dans les provinces qui sont les siennes. Voilà les amis, c'était important de mettre les points sur les i à travers cette introduction qu'on va développer beaucoup plus loin. Voilà, et maintenant on va aborder spécialement ce projet de deal minier entre la République démocratique du Congo et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. D'entrée des jeux, avant de parler du deal en lui-même, je vais répéter ce que j'ai toujours dit par rapport, voilà, à cette place qu'occupent les secteurs miniers dans l'économie congolaise. Première place, place centrale, voilà, place des quasi-monopoles. Ceux qui suivent cette chaîne savent, comme je l'ai toujours dit, que le développement de la RDC devrait partir d'un secteur qui sert les besoins internes de la RDC. Voilà, un développement avec une vision endogène, comme ça se fait actuellement au Burkina Faso, c'est-à-dire au centre de l'économie du Congo doit être l'agriculture. Je l'ai toujours dit et je le répète. Aucun pays africain
s'est développé et ne se développera avec une vision exogène du développement basée sur l'exportation des ressources naturelles, comme par exemple le pétrole au Nigeria, les minéraux en RDC, dans d'autres pays africains, parce que ce système a été conçu justement pour empêcher les pays africains de produire ce qu'ils consommaient, d'adopter une économie endogène qui est la base du développement. C'est donc impératif de changer la donne, de mettre au cœur de l'économie les produits de consommation de base des populations, notamment dans les secteurs agricoles et d'autres produits de première nécessité, comme on est en train de le voir au Burkina Faso avec l'agriculture, l'industrialisation à travers les produits de première nécessité dans le domaine alimentaire, dans le domaine des détergents notamment. On voit des usines qui sont en train d'être créées au Burkina Faso. Voilà la dynamique. Il est donc important que d'autres pays africains suivent ce mouvement. En RDC, c'est intéressant de constater que de plus en plus de personnes prennent conscience de cet enjeu. J'en ai parlé dans ces différents shorts où les gens disent carrément que le développement de la RDC va passer par le domaine agricole. À quoi ça sert de se concentrer sur les secteurs miniers alors que les gens sont en train de mourir de faim? Et ce qui est encourageant également, dans ce sens, c'est que ces discours sont en train de pénétrer les sphères du pouvoir politique. Car récemment, le footballeur congolais Cédric Bakambu, il y a quelques jours, vient d'être nommé par le ministre de l'Agriculture en RDC ambassadeur de bonne volonté, pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, en République démocratique du Congo. Bravo champion, car c'est un grand promoteur de cette vision-là, où l'agriculture devrait être au cœur de l'économie de la RDC, comme nous l'avons toujours prôné sur cette chaîne. Et donc, cela dit, c'est donc sous réserve de cette précision que nous allons aborder ce projet de deal minier entre la RDC et les États-Unis. Parce que oui, notre intérêt à nous, c'est plus l'agriculture, mais l'intérêt des différents pays avec lesquels nous sommes en relation sur la scène internationale, ce sont les ressources naturelles, les minéraux. Et là, pour commencer vraiment avec ces sujets, c'est que les personnes qui suivent cette chaîne savent que, en ce qui me concerne, j'ai toujours dit que la Russie est un meilleur partenaire pour la RDC dans le domaine sécuritaire et économique, donc dans le cadre d'un deal comme celui que la RDC est en train de vouloir conclure avec les États-Unis. Et je vais encore en parler aujourd'hui. En revanche, il faut souligner qu'il y a un élément très important qui n'est pas souvent évoqué par les personnes qui pensent comme moi, à savoir que la Russie est un meilleur partenaire pour la RDC que les États-Unis. Voilà, cet élément qui n'est pas souvent évoqué, c'est que même avec la Russie, il y aura, dans l'hypothèse où la RDC conclut un tel partenariat avec la Russie, il y aura toujours, un deal dans le domaine minier. Parce que le fait est que lorsqu'un État va vous apporter, son expertise dans le domaine de la sécurité, les États n'étant pas des organisations caritatives, la contrepartie, si vous êtes un pays qui a des gisements pétroliers, ce sera le pétrole. Si vous êtes un pays qui a des gisements miniers comme la RDC, la contrepartie, ce sera un deal minier. Ça, c'est un élément important qui n'est pas souvent évoqué. Et justement, concernant les pays auxquels la Russie a apporté son expertise, militaire dans le cadre de la lutte contre des groupes armés et terroristes comme la République centrafricaine, il y a eu un deal minier qui est critiqué, par certaines structures, considérant que c'est un deal qui est totalement en faveur de la Russie contre les intérêts de la République centrafricaine. C'est un deal, selon certaines sources, qui inclurait une clause selon laquelle, avec la dernière révision de 2024, je crois, il y a même une révision 2025 si je ne me trompe, il y aurait une clause selon laquelle les gisements miniers de la République centrafricaine détenus par les forces russes le sont pour une durée indéterminée. Pareillement, concernant les pays de l'AES, il faut souligner que le soutien militaire de la Russie en faveur de ces pays
n'a pas été gratuit. Il y a eu nécessairement des deals dont la plupart des gens ne connaissent pas les contenus. Voilà. Et donc, ces éléments démontrent que dans le contexte où nous vivons, pour pouvoir faire face aux groupes terroristes soutenus par des pays qui ont des armes nucléaires, les différents pays africains ont de toute façon besoin de conclure des deals avec des pays rivaux, voilà, qui sont également des pays nucléaires pour une assistance militaire. Et donc, on se rend compte ici que le problème de fond n'est pas celui de l'existence d'un projet de deal en soi, comme veulent nous faire croire, voilà, l'opposition congolaise et des mouvements dits citoyens qui sont acquis à la cause de Kagame. Le problème n'est pas celui de l'existence de ce projet en soi, dans la mesure où la RDC devrait conclure un tel deal avec une puissance nucléaire pour faire face, voilà, aux groupes terroristes, voilà, à l'est du Congo, soutenu par le Rwanda, a soutenu lui-même une agression qui a été soutenue elle-même par les pays occidentaux. Et donc, le vrai problème de fond ici est celui du pays avec lequel on conclut un tel deal, à savoir les États-Unis d'Amérique, qui, comme je vais les démontrer à travers plusieurs éléments, ne sont pas le bon partenaire pour la RDC dans le cadre d'un tel deal, voilà, contrairement à la Russie, qui est un meilleur partenaire vu le passif, voilà, entre la RDC et les États-Unis dans le cadre de cette guerre d'agression, États-Unis qui auront soutenu le criminel Paul Kagame pendant 30 ans dans l'agression de la République démocratique du Congo, ce qui fait que la Russie apparaît comme un partenaire beaucoup plus crédible, contrairement, voilà, à la position soutenue par les fanatiques du pouvoir en place en République démocratique du Congo. Voilà, donc je vais revenir à développer ces éléments beaucoup plus loin. À ce niveau, il est très important, très intéressant d'examiner la différence de traitement que l'on observe au niveau de l'opinion publique entre les deals que la Russie avait conclus avec ses partenaires, parce qu'il y en a eu, voilà, comme j'en ai parlé, et le projet de deal entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Voilà, on se rend compte que l'opinion publique ne s'est pas vraiment intéressée au deal que la Russie, elle, avait conclu, aux clauses de ces deals, qui peuvent être, voilà, des clauses léonines en défaveur de ces États-là. Ça n'a pas intéressé grand monde. En revanche, pourquoi est-ce que ce projet de deal entre les États-Unis d'Amérique et la RDC a pris une telle ampleur dans l'opinion publique, et ça nous renvoie au rôle joué par les lobbies pro-Rwanda, les lobbies de Paul Kagame, voilà, dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Car en réalité, le gouvernement de la RDC était tranquillement en train de, voilà, d'avancer dans son projet de conclusion de ce deal avec les États-Unis d'Amérique. Ce sont les journalistes rwandais et congolais acquis à la cause de Paul Kagame qui vont venir amplifier cette information, disant que le gouvernement de la RDC était en train de vendre le pays aux États-Unis d'Amérique, et justement le Rwanda va aller jusqu'à envoyer, voilà, ses émissaires auprès des lobbyistes aux États-Unis d'Amérique pour faire capoter ce projet-là. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait conclu son deal avec l'Union européenne, voilà, acteur majeur dans la déstabilisation de la RDC à travers le Rwanda, voilà, un projet qui officialise le pillage des minerais à l'est du Congo en faveur des différentes multinationales liées, voilà, à cette structure qu'est l'Union européenne, voilà, donc un deal minier sur les minerais que le Rwanda ne possède pas, les minerais donc de la République démocratique du Congo. Et donc pour le Rwanda, si un deal, voilà, sécuritaire, économique venait à être conclu concernant les minerais de la RDC avec les États-Unis, cela porterait un coup à son propre deal conclu avec l'Union européenne. Voilà pourquoi le Rwanda s'est impliqué en envoyant des émissaires pour faire du lobbying aux États-Unis afin de faire capoter ce deal. Mais
quel a été le résultat de ce lobbying? Selon le ministre de Communication en RDC, Patrick Muyaya, le lobbying du Rwanda a échoué. J'ai posté il y a environ une semaine ce short-là, voilà, où Patrick Muyaya donne la position, voilà, parce que c'est le ministre de Communication du gouvernement de la RDC, concernant ce lobbying. Il a déclaré que ce lobbying du Rwanda contre les deals miniers avec la RDC a échoué et que à Washington, le débat ne consiste plus à écouter les mensonges de Kagame. Le débat est celui de la poursuite du projet du deal entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Voilà, nous allons examiner ces paroles au regard des différents éléments, des différents développements de ces derniers jours, voilà, beaucoup plus loin. À ce niveau, il est intéressant, très intéressant même, de noter que ce lobbying contre ce projet de deal minier fait par le Rwanda est exactement le même lobbying fait par des soi-disant opposants, voilà, congolais à Washington, spécialement l'ancien président, cheval des Troies du Rwanda en RDC, Joseph Kabila, et l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Ces deux-là ont engagé les services de cette firme-là, dont vous avez le nom sur votre écran, pour faire capoter le deal, exactement c'est qu'a fait le Rwanda. Et donc, la question se pose de savoir pourquoi une soi-disant opposition en République démocratique du Congo va adopter une démarche similaire au Rwanda, dont on sait qu'il n'a pas les intérêts du Congo à cœur. Eh bien, il faut noter que ces personnes, voilà, supposées être des Katangais, telles que les dites personnes se présentent elles-mêmes, à noter, voilà, que ces personnes sont soutenues par des soi-disant mouvements citoyens mafieux du Katanga et aussi du Kivu, voilà. Et donc, le motif donné par ces personnes, c'est que leur démarche vise à empêcher que les régimes de Félix Tshisekedi ne puissent brader, voilà, les ressources naturelles du pays pour pouvoir conserver son pouvoir. Voilà le motif donné par ces personnes. Mais ce motif est-il vrai? Est-il sincère? Eh bien, la question est d'autant plus intéressante parce que ce sont des gens qui ont été aux affaires. Joseph Kabila comme président, en réalité, on le verra, il aura été le cheval des Troies du Rwanda en RDC pendant 18 ans, voilà. Et Moïse Katumbi comme gouverneur du Katanga, ça tombe très bien. Parce que dans une interview que j'avais passée dans cette vidéo-là, où j'ai parlé des compagnies étrangères qui détiennent les gisements miniers du Kivu et du Katanga, Monsieur Albert Yuma, qui était alors le patron de la Gécamine, plus grande entreprise minière de la RDC, voilà, avait accordé une interview au journaliste camerounais que beaucoup d'entre vous connaissez, Alain Foka, où il exprimait son regret de l'erreur qu'ils avaient commise de céder les différents gisements miniers du Kivu et du Katanga à des compagnies étrangères dans un deal totalement déséquilibré qui aura ruiné et endetté le pays. Ces différents gisements miniers ont été cédés, voilà, essentiellement des compagnies occidentales qui vont les revendre à des compagnies chinoises. Au-delà de ça, lui, Joseph Kabila, même, il va conclure ce qu'on appelle le contrat chinois. Un contrat totalement léonin qui sera révisité par l'actuel président Tshisekedi. Voilà, un contrat totalement déséquilibré qui était censé apporter des infrastructures à la RDC dont on n'a jamais vu la couleur. Voilà, alors que des gisements miniers seront cédés à des entreprises chinoises. Voilà le monsieur qui dit vouloir empêcher aujourd'hui un bradage des ressources naturelles par l'actuel régime. Au-delà même du secteur minier, Joseph Kabila va céder tous les autres secteurs essentiels de l'économie de la RDC à des étrangers, notamment les secteurs de la grande distribution, céder à des Libanais, à des Indiens, dont il est très proche. Il y a d'ailleurs un qui vient d'être arrêté comme étant un des financiers du groupe terroriste du M23 à l'est du Congo. Dans l'optique, par conséquent, d'appauvrir complètement la population de la RDC, empêcher qu'il y ait des grands entrepreneurs congolais, il va céder les différents secteurs de l'économie à des étrangers et
ce que l'on dit, c'est que la plupart de ces entreprises lui appartiennent et puis ces Indiens lui servent des couvertures. Il va privatiser beaucoup de choses, des ports, voilà, construire même des aérodromes, voilà, appartenant à une personne. Il va s'enrichir scandaleusement avec tout ce qui était autour de lui au détriment de la population. C'est bien lui avec sa femme qui vont tourner l'économie du pays vers les importations, notamment dans les secteurs de la grande distribution. Sa femme va se charger, voilà, de l'importation, notamment des poissons chinchards, très consommés en RDC, plutôt que, voilà, d'acheter des bateaux de pêche pour l'industrialisation de ces secteurs en RDC qui va contribuer à diminuer la famine. Ils vont pas le faire. Ils ne vont construire aucune usine au Katanga dont ils disent être originaires, avec tout l'argent qu'ils ont volé, avec peu de moyens. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso est en train de construire des usines, d'industrialiser son pays pour une production locale, un développement endogène. 3 usines de production de tomates en moins de 5 ans. Voilà, usines de production de détergents, financement des particuliers dans ce sens-là. Voilà, alors qu'au Katanga, on importe tout, même des allumettes, a fortiori de la nourriture. D'autres provinces à l'intérieur du pays, même comme Monsankoro, voilà, produisent ce qui est consommé là-bas. Contrairement au Katanga, tout vient de l'Angola ou de la Zambie. Sans l'Angola ou la Zambie, le Katanga va mourir de faim. J'en ai parlé dans cette vidéo-là. Voilà, pendant ces temps, un jeune homme de 36 ou 37 ans, Ibrahim Traoré, est en train d'industrialiser son pays. Voilà, et des gros monsieur qui n'ont absolument rien foutu, même après avoir quitté le pouvoir. Ça fait 6 ans. Avec l'argent qu'ils ont, qu'est-ce qui les empêchait d'industrialiser le Katanga, de construire des usines comme, voilà, particuliers, comme des initiatives privées? Parce que leur objectif a toujours été de maintenir le Congo dans cette dynamique-là, voilà, d'une économie exogène basée sur l'exportation des minéraux qui n'a fait qu'endetter ce pays-là, voilà, une mauvaise conception, alors qu'Ibrahim Traoré, de son côté, sur fond propre, est en train de faire de merveilles, d'industrialiser son pays, alors que d'un autre côté, nous avons un cheval de Troie avec son acolyte qui veulent que le Congo soit sous domination rwandaise avec les lobbies mondialistes mafieux, voilà, qui les ont fabriqués. Voilà pourquoi nous disons que ces gens, voilà, avec les soi-disant mouvements citoyens qui gravitent autour d'eux, devraient laisser la tâche aux personnes crédibles qui n'ont aucun conflit d'intérêt, voilà, de pouvoir parler, porter leurs critiques à ce projet de deal minier, parce que ces personnes crédibles vont le faire dans l'intérêt du Congo, alors que ceux-ci sont au service des intérêts mafieux du Rwanda en République démocratique du Congo. Et voilà donc les amis, maintenant, vu que le motif avancé pour la démarche de ces personnages est faux, se pose la question de savoir l'objectif réel qu'ils visent, voilà, à travers ce lobbying. Eh bien, la réponse nous vient de leur position par rapport à l'agression de la RDC. On a vu Joseph Kabila sortir un taiseux qui ne parle pratiquement jamais, voilà, sortir au moment où les sanctions ont commencé à s'abattre sur Kagame de la part de ceux qui l'ont fabriqué, les pays occidentaux. Et là, il est venu nous expliquer, alors que depuis que les villes tombaient, Bunagana et autres, il a toujours été calme, tranquille. Et tout d'un coup, les premières sanctions tombent contre le Rwanda, voilà, et le monsieur, en février, vient nous expliquer que le problème au Congo, c'est la malgouvernance et que les terroristes du M23 ont des revendications légitimes. Ben oui, ceux-là qui tuent, qui torturent, voilà, qui massacrent, ont des revendications légitimes, selon le monsieur Joseph Kabila, alors même que les populations au sein des villes occupées, notamment à Bukavu, il y a quelques jours, se sont levés contre l'insécurité, la situation catastrophique, pour demander le départ de ce groupe terroriste, voilà, alors que cette population est sous occupation. Eh bien, selon le monsieur Kabila, ces gens-là ont des revendications légitimes. Et donc, au regard de ce qui précède, ces deux personnages sont de connivence avec le M23. Ce sont des soutiens directs de ce groupe terroriste. On va parler beaucoup plus loin du cas
des autres, soi-disant, opposants également. Voilà, avec cette histoire-là de la Sanko et de l'Église catholique qui est complice également de cette mascarade. Voilà, avec les autres opposants comme les Katumbi, Sesanga et autres. Voilà. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais ici souligner ce dont j'ai parlé plus loin, à savoir la responsabilité de l'élite du Katanga, mais aussi du Kivu, dans le drame de cette partie orientale du pays. Ça fait 30 ans qu'il y a ces déstabilisations-là qui viennent toujours des mêmes contrées de cet espace dit swahiliphone. Et là, on doit commencer à en parler. Au Congo, ça ne doit plus être un sujet tabou. Des soi-disant libérateurs qui viennent, voilà, pour sauver le peuple congolais. Donc, ils disent que le problème, c'est le gouvernement de Tshisekedi. Pourquoi ils n'ont pas commencé leur rébellion au Congo central, qui est proche de Kinshasa? Dans 2 semaines, ils sont à Kinshasa. Mais ils commencent au Kivu. Parce que c'est au Kivu qu'il y a, voilà, ces terreaux fertiles où il y a une bonne partie de l'élite qui est compromise avec le Rwanda. Voilà, qui est toujours la base arrière pour ce type de mouvement. La question est d'autant plus importante que les militaires qui vont mourir là-bas, à l'est, ne sont pas que de cette région. Il y a des militaires d'autres régions du Congo. Voilà. Donc, à un moment donné, le reste du Congo doit poser les bonnes questions à cette élite-là qui doit être mise face à ses responsabilités. Voilà. Nous autres, les espaces non swahiliphones, nous disons cohésion nationale, oui, mais pas au prix de la liberté des peuples du Congo, parce qu'il y a une certaine élite de certains coins qui veut être sous esclavage. Nous sommes des peuples libres. Voilà pourquoi d'ailleurs, ces élites-là payent des activistes pour attaquer les autres parties du Congo. Parce qu'en réalité, ces gens savent que les partis non swahiliphones du Congo n'aiment pas la domination étrangère, sont hostiles, voilà, au lobby de Kagame. Voilà pourquoi vous allez voir les domestiques de Kagame, qu'ils soient congolais réels ou supposés, et rwandais, en train d'attaquer, voilà, Kinshasa, les Kinois. Parce que les Kinois, voilà, population de Kinshasa, les Bangala, de manière générale, la population du Grand Équateur, les zones non swahiliphones de manière générale ne veulent pas de la domination rwandaise. Voilà. Et donc, il faut les attaquer, voilà, les calomnier, les présenter comme un soi-disant danger pour les soi-disant swahiliphones. Voilà, alors qu'on sait tout ce qui est en train de tuer les swahiliphones là-bas au Kivu, sans que la Sanko n'en parle. Cette Sanko, cette église catholique, non, la responsabilité est lourde parce que cette église a repris ce discours mensonger. Cette élite qui est en complicité avec Macron qui soutient Paul Kagame. J'avais expliqué dans cette vidéo-là, voilà, que les États-Unis prendraient les leads dans la gestion de la question congolaise en faisant une comparaison avec ce qui s'est passé en Ukraine. J'expliquais que l'Union européenne aurait peur d'être écartée du dossier congolais comme elle a été en Ukraine, et donc l'Union européenne suivrait la position des États-Unis. C'est ce qui est en train de se passer, même si l'Union européenne également danse, voilà, des deux côtés encore, en attendant de voir vers quel côté va pencher la balance. Mais par contre, j'avais prévenu que la France jouait à un double jeu. C'est ce que la France est en train de faire. J'avais expliqué par rapport au fait que ce sont les troupes rwandaises qui gardent les gisements pétroliers de Total au Mozambique. J'expliquais que la France jouerait à un double jeu. La France est donc en train de jouer avec l'opposition congolaise, avec des gens comme les Martin Fayulu, les Sesanga, tous les autres, à fortiori les Kabylie, les Katumbi, pour essayer de faire voir que ce qui se passe au Congo, c'est une affaire congolaise. D'où l'intérêt prononcé de Macron, voilà, représentant des mondialistes, voilà, démocrates essentiellement, d'où son intérêt pour un soi-disant dialogue entre Congolais afin d'éluder la responsabilité de Kagame, parce que Macron tient à tout prix à protéger Paul Kagame. Je prévenais dans cette vidéo-là qu'il fallait se méfier particulièrement de la France, ne pas lui faire confiance de manière particulière, mais de manière générale, ne pas faire confiance à l'Occident collectif. Parce qu'en réalité, cette démarche de diabolisation, notamment de Kinshasa, tient au fait que les lobbies rwandais n'ont jamais digéré la défaite, la raclée reçue de la population quinoise lorsqu'ils avaient envahi cette ville en 1998 sous Laurent Désiré Kabila, voilà, qui s'était retourné contre ses anciens alliés rwandais qu'il avait ramenés au Congo. Voilà, début des problèmes du pays. Eux,
euh, en 98, lorsque il s'est brouillé avec ses anciens alliés qui reviennent, qui veulent prendre d'assaut Kinshasa, c'est la population quinoise s'était levée et avait infligé une raclée au lobby rwandais. La population quinoise est hostile au lobby rwandais. Voilà pourquoi tous les domestiques des Kagame, vous les verrez toujours là en train d'attaquer Kinshasa parce qu'ils veulent que tout le monde soit soumis au Rwanda comme ils le sont. Voilà. Je veux vous inviter à lire cet article-là. Voilà, la bataille de Kinshasa, une bataille, c'est fut une bataille pour l'histoire où une population à main nue va mettre en déroute une armée. Voilà, l'armée de Paul Kagame, à l'époque qui était soutenue par les États-Unis, l'Ouganda et autres. Voilà, et cette affaire va donner lieu à une jurisprudence internationale parce que des soi-disant victimes civiles vont aller porter plainte en Belgique contre celui qui était le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Abdoulaye Yerodia Ndombas, en disant que c'est lui qui avait dit à la population de s'attaquer aux soi-disant civils, Banyamulenge et autres, tout ce qu'on veut. Voilà, la plainte sera déposée en Belgique et le juge belge Damien Van der Mesch va lancer un mandat d'arrêt contre Yerodia Abdoulaye Ndombassi. La RDC va porter l'affaire à la Cour internationale de justice où elle va obtenir gain de cause. La Belgique sera condamnée pour avoir lancé un mandat d'arrêt contre un ministre des Affaires étrangères en exercice qui jouissait des immunités. Voilà, et cette affaire s'arrêtera là. Aujourd'hui, Yerodia n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Voilà, cette bataille-là de Kinshasa, les Kinois sont hostiles à la domination rwandaise et c'est la mentalité qui doit être celle du Congo. Les espaces non swahiliphones de manière générale n'aiment pas la domination rwandaise et c'est tout à leur honneur. Voilà pourquoi les propagandistes de l'élite du Kivu Katanga, voilà les Katumbi, Kabila, Kamere et tous ces gens-là sont en train de s'attaquer à Jean-Pierre Bemba, voilà, qui est de l'Équateur, Mungala. Voilà, il n'aime pas la domination rwandaise, il est en train de dire ses 4 vérités à Kabila à travers différents meetings. Et voilà donc les amis, ici nous sommes cohérents. Il y a 6 ans, en 2018, nous avions dénoncé le deal entre Kabila et Tshisekedi parrainé par Kagame qui avait porté Félix Tshisekedi au pouvoir, même si les partisans de Tshisekedi n'aiment pas en entendre parler. Voilà, mais ici nous ne plaisons pas aux partis politiques ou aux individus, nous parlons pour le Congo. Parce que si Tshisekedi n'avait pas eu un deal avec Kabila, il n'avait pas de raison de protéger ce monsieur-là, le considérant comme le soi-disant père de la démocratie, alors que tout le monde savait qu'il avait commis des crimes. Et aujourd'hui, l'histoire donne raison que ce monsieur-là aurait dû être arrêté avec tout son réseau mafieux, car il continue de faire ce qu'il a toujours fait contre le Congo, c'est-à-dire commettre des crimes. Si Tshisekedi, qui savait que Kabila avait commis des crimes, avait voulu le protéger malgré ses crimes, c'est parce qu'il y avait eu un deal, voilà, qu'il avait mené au pouvoir, voilà, concocté par Kabila, et c'est Nanga aujourd'hui devenu lui-même un terroriste, voilà, et parrainé par Paul Kagame. Et donc, vu que nous sommes cohérents et que nous avions dénoncé cela dans, voilà, cette configuration de la situation où Tshisekedi, lui, semble s'être éloigné des Kagame, nous, étant cohérents, nous dénonçons maintenant la position de la soi-disant opposition, voilà, dont Martin Fayoulou, qui avait été vainqueur de l'élection et qui aujourd'hui se retrouve, voilà, du côté de Macron et de Kagame contre la République démocratique du Congo. Ici, nous sommes donc cohérents. Nous avions dénoncé, voilà, le deal de Tshisekedi-Kabila. Autrefois, nous dénonçons aujourd'hui la collusion entre la soi-disant opposition congolaise dont le père, l'autorité morale est en fait Paul Kagame. Voilà donc les amis, après ce développement qui était important pour bien poser notre sujet, je vais maintenant parler de ce que je pense du projet du deal proprement dit entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Voilà. En clair, selon ce qu'on a entendu de la part du président de la RDC lui-même, Félix Tshisekedi, voilà, durant l'interview qu'il a donnée à Fox News, voilà, il y a quelques jours, c'est qu'il s'agit d'une proposition qui a été faite par la RDC pour donner accès aux investisseurs américains
leur donner accès aux gisements miniers de la République démocratique du Congo. Voilà. Là, on comprend que c'est dans le contexte de la rivalité les rivalités économiques entre les États-Unis et la Chine qui occupe quand même un grand espace dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Et donc, c'est une proposition qui leur est faite pour venir en quelque sorte concurrencer les Chinois. Voilà, parce que justement, la question avait été posée à Félix Tshisekedi par ce monsieur de Fox News, de savoir comment il envisageait cette collaboration avec les investisseurs américains, considérant la présence chinoise voilà, dans ces secteurs. Lui avait donné une réponse qui, en mon sens, n'était pas convaincante, une réponse qui suggérait en quelque sorte une soumission aux États-Unis, parce qu'il avait dit que c'est du fait de l'absence, voilà, en quelque sorte, que la nature a horreur du vide. C'est du fait de l'absence des États-Unis que la Chine avait pris de la place, comme si les États-Unis avaient un droit naturel sur les gisements miniers en RDC, les ressources naturelles, et que ce n'est que parce que les États-Unis n'étaient pas là que la Chine avait pris de l'espace. Alors que la réponse, voilà, qui convient, c'est que nous sommes dans un monde multipolaire où chaque État a le droit de diversifier ses partenariats. Et donc, je trouve que c'était la meilleure réponse dans la perspective de ceux qui trouvent que ce deal est dans l'intérêt de la RDC, ce qui n'est pas mon cas, comme je vais l'expliquer tout à l'heure. Voilà donc brièvement c'est qu'on sait voilà, de ce projet de deal, voilà, accès au gisement minier contre protection sécuritaire. Et donc, comme je l'ai toujours dit, en ce qui me concerne, j'ai toujours pensé que tout deal de cette nature qui implique la sécurité de la RDC devrait plutôt se faire avec la Russie, que la Russie est un meilleur partenaire par rapport aux États-Unis, comme je vais l'expliquer ici à travers cette raison essentielle. Le premier point, c'est que les États-Unis sont un pays très bureaucratique. Voilà, pour la conclusion d'un deal dans des secteurs stratégiques comme les minerais, la sécurité, la procédure sera souvent longue. Justement, Félix Tshisekedi, dans les interviews qu'il a données au Figaro il y a quelques jours, mais aussi à Fox News, il a expliqué que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas une décision qui a été prise dans la précipitation, dans le but de sauver son pouvoir, comme dit l'opposition. Il explique que c'est un projet qui avait commencé en 2019, vers la fin de la présidence de Trump, voilà, et qui va traîner sous la présidence de Joe Biden, et que le projet a simplement été relancé, voilà, notamment compte tenu du contexte sécuritaire à l'Est. Voilà. Mais on se rend compte quand même que de 2019 à aujourd'hui, ça fait pratiquement 6 ans presque. Voilà, c'est très long pour un pays qui en fait est en guerre depuis presque 30 ans bientôt. Alors que les pays qui avaient préféré un partenariat avec la Russie, comme ceux de l'AES ou la République centrafricaine, voilà, n'avaient pas mis plus de 4 à 5 mois pour conclure un deal avec la Russie. Une situation de guerre est une situation d'urgence, et donc un deal dans l'intérêt du pays, dans ces secteurs sécuritaires, devrait se faire dans les plus brefs délais pour protéger la population qui continue d'être victime des différentes exactions. Et la position du gouvernement de la RDC qui a préféré la longue procédure bureaucratique des États-Unis par rapport à la procédure expéditive avec la Russie est d'autant plus surprenante qu'il y a une année, c'est la Russie qui, à travers ses médias, avait manifesté son intention de vouloir remettre sur la table
un projet d'accord de partenariat militaire avec la RDC qui avait été initié en 1998 par Laurent Désiré Kabila, qui faisait face toujours à l'agression de Paul Kagame avec ses lobbies. Voilà un projet qui n'avait pas eu le temps d'aboutir parce que Laurent Désiré Kabila sera assassiné par Paul Kagame et ses lobbies quelques temps plus tard. Et en plus, dans ce contexte-là, nous étions dans un monde unipolaire dominé par les États-Unis d'Amérique. Cet élément nous permet, voilà, de rejeter les arguments qui sont donnés par les fanatiques du pouvoir en place à Kinshasa, les raisons qui sont données pour ne pas conclure un accord militaire avec la Russie, voilà, parce qu'on voit les partisans de Tshisekedi dire que la RDC a préféré les États-Unis à la Russie parce que la position de la Russie serait contre le Congo dans le cadre de ce conflit. Eh bien, cet élément que je viens de souligner démontre que cette affirmation est fausse. Il y a une année, la Russie avait tendu la main à la RDC et c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui avait rejeté, voilà, cette proposition à travers un communiqué expliquant que ce gouvernement préférait en fait sa relation avec le monde occidental. Voilà, les partisans de Tshisekedi ici n'assument tout simplement pas le fait que Félix Tshisekedi, comme l'essentiel de la classe politique congolaise, est essentiellement pro-occidentale, une position qui a beaucoup fait de mal à la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde multipolaire où les États ont le choix. Voilà donc les amis, cette première raison qui plaide plutôt en faveur d'un projet de deal avec la Russie, c'est-à-dire le caractère très bureaucratique de l'administration américaine. Ensuite, il y a une deuxième raison, c'est la rivalité entre les partis républicains et démocrates aux États-Unis qui a très souvent une incidence sur leur politique extérieure. Dans le cas du Congo, on sait que la guerre, voilà, qui a été initiée contre ce pays en 98, en 96, il y a pratiquement 29 ans aujourd'hui, avait été conçue essentiellement par le Parti démocrate, qui est le parti le plus belliqueux en République démocratique du Congo, sous couvert de démocratie et d'humanisme. Voilà, c'était sous l'administration Clinton, voilà les différents lobbies qui ont toujours été les plus grands soutiens de Paul Kagame contre le Congo. Même si après, les politiques des républicains ne vont pas trop s'écarter de cette dynamique, mais les plus grands soutiens de Paul Kagame, ce sont les démocrates. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le pouvoir en place à Kinshasa est en train de mener ce projet de deal avec cette administration de Trump, voilà, avec les républicains. Seulement, on ne sait pas ce qui va se passer parce que Trump n'est là que pour 4 ans. Qu'est-ce qui se passe si les démocrates reviennent au pouvoir? Quel sera le sort de ce deal sur fond de la rivalité qui a toujours existé entre ces partis-là? Parce que, en quelque sorte, Trump est aussi en train de régler ses comptes avec beaucoup de démocrates qui n'ont jamais apprécié, trop apprécié, notamment les Clinton. Cela signifie que dans le cadre de sa politique extérieure, il est en train d'aller contre les positions adoptées par les démocrates, notamment on l'a vu en Ukraine, voilà, ça semble être le cas, comme on le voit en République démocratique du Congo. Mais comme on l'a dit, il n'est là que pour un temps. Voilà, qu'est-ce qui se passe si les démocrates reviennent? C'est dangereux de laisser une question si essentielle, voilà, la sécurité de la RDC, dépendre des dynamiques, voilà, aussi lointaines, c'est-à-dire cette rivalité entre des partis politiques étrangers dans un pays lointain, imprévisible, voilà, aux États-Unis d'Amérique. Parce que ce problème-là, on ne l'a pas avec la Russie. C'est que les politiciens russes, de manière générale, même si Poutine n'est pas au pouvoir, ils ont une vision, voilà, où la Russie doit s'imposer face aux autres pays après avoir été longtemps en retrait durant la longue période de l'unipolarité. C'est qu'ils vont ils seront dans une continuité de la politique menée par Vladimir Poutine. C'est donc beaucoup plus rassurant de faire un deal avec la Russie pour un pays comme le Congo plutôt que pour un pays comme les États-Unis d'Amérique.
Et ceci va me mener à la troisième raison, voilà, qui démontre que la Russie est le meilleur partenaire dans le domaine de la sécurité pour la RDC par rapport aux États-Unis. Euh, c'est que la Russie, c'est le pays vainqueur, voilà, de la chute du monde unipolaire. Voilà, le monde qui était dominé par les États-Unis. Les États-Unis ont perdu cette bataille et nous sommes maintenant dans la multipolarité menée, voilà, euh, avec en tête la Russie, contrairement à ce qu'on a entendu, voilà, auprès de certains partisans de Tshisekedi. Nous parlons de la superpuissance des États-Unis, qui serait la, voilà, première puissance mondiale, voilà, par rapport à la Russie. Eh bien, c'est même le vice-président de Trump, Vance, voilà, qui explique que cela n'est pas le cas. Dans un tweet qu'il avait fait, voilà, public, sur sa page, voilà, Twitter, il avait expliqué que concernant la situation en Ukraine, il avait expliqué que les personnes qui sont en train de demander aux États-Unis aujourd'hui d'envoyer des armes à l'Ukraine sont les mêmes qui avaient soutenu la désindustrialisation des États-Unis, ce qui fait que les États-Unis ne produisent pas suffisamment d'armes, voilà, à envoyer à l'Ukraine, qui feront que l'Ukraine puisse battre la Russie. Autrement dit, le bloc, voilà, de la Russie avec la Chine et autres produisent aujourd'hui beaucoup plus d'armes que le bloc occidental. Et donc, le bloc occidental ne peut pas vaincre le bloc mené par la Russie aujourd'hui dans une guerre. Et donc, en concluant un accord, voilà, de sécurité avec les États-Unis, nous sommes en train de conclure un accord avec le perdant, voilà, de l'émergence du monde multipolaire. La quatrième raison qui est liée à cette troisième porte justement sur cette désindustrialisation des nations européennes, dont les États-Unis, au profit de la Chine. Aujourd'hui, l'essentiel des matières premières venant de la RDC, des minéraux, voilà, sont transformés en Chine. Or, dans son interview à Fox News, Félix Tshisekedi disait que l'objectif, c'était que les entreprises américaines commencent à transformer les matières premières sur place pour créer plus d'emplois. Or, vu que c'est plus la Chine qui est devenue aujourd'hui le centre de la transformation des matières premières, voilà, en partenariat avec certaines entreprises occidentales qui ne s'occupent que de la finition, beaucoup d'entreprises occidentales, voilà, ayant été délocalisées vers la Chine, même si ce deal aboutissait, qu'il était conclu, voilà, il est peu probable qu'il y ait des entreprises américaines qui vont aller dans la transformation. On risque d'être toujours dans cette dynamique d'exportation des matières premières brutes, voilà, qui n'a pas servi à grand-chose, voilà, durant toutes ces années. Et la cinquième raison, voilà, qui plaide en faveur plutôt d'un partenariat avec la Russie, c'est que les États-Unis sont un pays dominé par le lobbying, voilà, une forme de corruption, voilà, qu'on va appeler lobbying, où différents politiciens du monde, pour avoir un soutien, voilà, à des différentes institutions aux États-Unis, vont recourir aux services, voilà, de lobbying, services dispensés par différents cabinets qui se font beaucoup d'argent comme ça, voilà, au détriment de beaucoup des populations dont les autorités adhèrent à cette démarche de lobbying, en fait, à cette démarche de corruption. Et c'est ça qu'on voit en RDC aujourd'hui, où vous avez le pouvoir en place avec ces cabinets de lobbying pour plaider en faveur du projet du deal minier. Et d'un autre côté, vous avez l'opposition, je l'ai mentionné, et Paul Kagame, qui vont eux-mêmes avoir des cabinets de lobbying contre ce projet-là. Cet élément va m'emmener à aborder, voilà, l'imbroglio que j'ai mentionné beaucoup plus loin, qu'on a vu avec l'accueil à la présidence de la RDC d'un imposteur, voilà, soi-disant envoyé spécial des Trump, alors qu'on vient de se rendre compte que ce n'est pas le cas. Voilà, c'est en fait un lobbyiste au service de Paul Kagame qui a carrément infiltré la présidence de la RDC au profit de Kagame dans le cadre du lobbying qu'il est en train de faire pour ce criminel président rwandais. Voilà donc, il y a quelques jours, on avait vu les partisans de Tshisekedi dans la diaspora et au pays nous parler déjà d'un envoyé spécial de Trump du nom de Ronnie Jackson, voilà,
qui était en train d'aller voir Tshisekedi dans le cadre de la diplomatie agissante à succès de Tshisekedi contre le Rwanda. Et donc le monsieur va arriver, les différents réseaux de la présidence congolaise vont le présenter comme l'envoyé de Trump, l'envoyé spécial de Trump, voilà, en RDC. Le monsieur sera accompagné auprès du président de la RDC par l'ambassadrice des États-Unis, voilà. Et ce monsieur, c'est un parlementaire, en fait, simplement un parlementaire américain. Ensuite, le monsieur va aller voir des pays justement hostiles à la RDC dans le cadre de ces conflits, des présidents hostiles comme Sassou Nguesso. Il va parler à des structures corrompues comme cette église catholique, la Cinco. Il va parler à des leaders impliqués dans le conflit à l'Est, des leaders de l'Est comme Vital Kamerhe. Et il va aller voir Kagame. Et le monsieur va retourner aux États-Unis en prévision d'une réunion d'une commission du Congrès qui portait sur la question des conflits des minéraux à l'est du Congo. Et là, il va aller donner une version complètement en faveur du Rwanda. Voilà, il va expliquer, c'était il y a 2 jours, je crois, que la RDC doit partager ses minéraux avec les pays voisins, voilà, et que les M23... l'armée congolaise n'arrive pas à faire face, voilà, il y a corruption, donc il va dire qu'il y a même une partie du territoire de la RDC qui appartenait au Rwanda. Voilà, des faits qui ont été une version qu'on a entendue il y a quelques jours d'une députée au Rwanda, parlementaire au Rwanda. Et c'est seulement là que les gens vont se rendre compte. L'opposition qui, elle, est acquise à Kagame, voilà, une preuve de plus, va jubiler pour dire que le monsieur a donné un mauvais rapport sur le Congo. Donc pour eux, il n'y a pas de différence entre le Congo et Tshisekedi. Hein, voilà. Quelqu'un qui dit qu'il y a une partie du territoire du Congo qui appartenait au Rwanda et vous avez une opposition qui jubile, ça vous donne idée sur les genres d'opposition et même des mouvements citoyens qui ont jubilé, ça vous donne une idée sur leur nature et leur crédibilité. Voilà. Et c'est seulement là que les régimes à Kinshasa va chercher à savoir qui en fait c'est Ronny Jackson. Et question va être posée à l'ambassadrice des États-Unis qui va dire qu'en fait ce monsieur n'est pas envoyé spécial de Trump, voilà, il est venu simplement comme un parlementaire et que voilà, il n'avait pas été envoyé spécial de Trump. En clair, l'ambassadrice américaine aux États-Unis va expliquer qu'elle avait accompagné le monsieur auprès de la présidence du Congo simplement comme voilà un député, voilà un parlementaire américain et non pas comme un envoyé spécial. Et d'ailleurs, les réseaux de l'ambassade des États-Unis n'avaient jamais mentionné que ce monsieur était un envoyé spécial de Trump. Et on se rend compte justement que c'est la présidence de la RDC qui avait posté que ce monsieur était un envoyé spécial de Trump. Et donc, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que ce monsieur-là se retrouvait, voilà, à la présidence de la RDC sans que personne ne vérifie son identité. Et cela devient plus intéressant lorsque, en menant les enquêtes, on se rend compte qu'en 2024 déjà, le monsieur était en contact avec le ministre rwandais des Affaires étrangères, qu'on appelle le ministre des réseaux sociaux, Olivier Nduhirige, quelque chose comme ça. Et donc, ce monsieur, c'est un lobbyiste plutôt du Rwanda qui a pris contact, voilà, avec des proches de Tshisekedi pour que son soi-disant statut d'envoyé spécial des Trump soit légitimé par les Congolais eux-mêmes afin de crédibiliser ce qui est les mensonges qu'il irait raconter ensuite au Congrès, tout simplement parce que le régime de Paul Kagame n'a pas accès à l'administration Trump. C'est donc la ruse, voilà, qu'ils ont trouvée pour pouvoir aller porter leur version mensongère du conflit en RDC au Congrès américain. Vous vous rendez compte, voilà, de la légèreté qu'il y a au niveau de la présidence en RDC. Voilà, dans un pays sérieux, il fallait qu'on cherche les personnes qui ont introduit ce monsieur-là auprès de Tshisekedi, parce que le problème de Tshisekedi, justement, c'est que, vu qu'il était arrivé au pouvoir sur base d'un deal, ils étaient entourés de ce même personnes du parti politique, voilà, de Kabila, hostile à la RDC. Ça fait qu'il est entouré par beaucoup de traîtres. Et lorsqu'on est entouré par les mauvaises personnes, c'est que à la fin, on est soi-même le problème.
un individu qui peut arriver alors qu'il suffisait de cliquer sur Google pour se rendre compte déjà que le monsieur a une mauvaise réputation. Il avait déjà été sanctionné aux États-Unis pour imposture, utilisant un titre qu'il ne portait pas. Voilà, il avait été rétrogradé dans l'armée pour ça. Il avait eu des sanctions pour ivrognerie. Voilà donc le genre de personnage. Un médecin, parce qu'il est médecin, qui prescrivait de médicaments à tort et à travers. Voilà la personne qui sera célébrée au Congo comme un soi-disant, envoyé spécial de Trump, ce qui démontre le niveau d'aliénation, comme on dit, de l'élite, voilà, au pouvoir actuellement en RDC. Ou déjà avec ces histoires de lobbying, où vous allez vous tirailler aux États-Unis, alors qu'il y a d'autres alternatives aujourd'hui avec la Russie. Parce qu'en Russie, il n'y a pas ce problème-là de lobbying. Un projet aussi important dans le domaine sécuritaire, minier, vous traitez directement avec l'administration de Poutine. Pas d'interférence des soi-disant lobbies. Cet épisode démontre donc qu'il faudrait relativiser ce que Patrick Mouya disait, à savoir que les débats à Washington ne consistaient plus à écouter les mensonges de Paul Kagame, parce qu'on voit qu'il continue à utiliser la ruse, les mensonges même, voilà, à utiliser donc les lobbies mensongers pour essayer de faire entendre sa voix. Et donc, du fait que l'accord minier avec les États-Unis n'a pas encore été conclu, voilà, on s'est dit qu'il fallait le faire avec la Russie parce qu'on n'aurait pas eu tous ces problèmes-là. Ensuite, la 6e raison pour laquelle la Russie est un meilleur partenaire pour la RDC dans le domaine sécuritaire, c'est tout simplement pour question de mémoire historique. Comme on dit, un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre, surtout lorsque cette histoire-là est une histoire tragique. Parce que les États-Unis, c'est une nation qui n'en fait que du mal à la RDC. L'assassinat de Patrice Lumumba, de connivence avec la Belgique, voilà, ils ont placé Mobutu, la dictature de Mobutu, pour sauvegarder leurs intérêts durant la guerre froide. Et puis, ils vont nous amener une guerre avec des millions de morts aujourd'hui. Et donc, en tant qu'un peuple qui veut aspirer à sa dignité, en tant qu'un peuple digne, en principe, avec cette multipolarité qui s'ouvre à nous, c'est une occasion inouïe d'avoir une revanche, notre revanche historique contre les États-Unis d'Amérique, même si ce n'est pas la même administration, mais c'est le même pays, en allant vers le rival redouté des États-Unis sur le plan militaire, à savoir la Russie. Enfin, la 7e raison, voilà, qui plaide pour une préférence pour la Russie, c'est que la Russie ne se mêle pas de la politique intérieure d'un État, comme c'est le cas pour les pays occidentaux de manière générale. Voilà, la Russie va exécuter sa part du contrat dans le cadre du deal conclu, comme ça a été le cas avec les pays de l'AES et la Centrafrique. Et puis le reste, ce sont vos affaires. Le président de la RDC lui-même l'a reconnu en France, voilà, où il avait été interviewé quand il avait été en France. Il avait expliqué que la Chine et la Russie, notamment, contrairement aux pays occidentaux, ne dictent pas leur conduite aux pays partenaires. Voilà ce qui est vrai. Et donc, ça va nous ramener à un point important où on a vu les partisans de Tshisekedi dire que voilà, un partenariat avec la Russie ne va pas développer le pays. La Russie n'a jamais développé un pays, mais c'est de l'aliénation. Aucun pays n'est développé un autre. L'accord entre la Russie et les pays de l'AES, vu que la Russie ne se mêle pas de leur politique, ces pays-là sont libres d'adopter une politique endogène pour leur développement. Et c'est ce qu'est en train de faire, voilà, Ibrahim Traoré. Donc ça, ce sont des propos dénotant d'une forte aliénation, justement. Les partisans de Tshisekedi portent cette même aliénation qu'on voit. Voilà, pour leur autorité morale. Ce n'est pas le rôle d'un pays de développer un autre. Chaque pays doit adopter sa propre politique endogène pour le développement. Et en ce sens, la Russie est justement le meilleur partenaire qui ne va pas interférer dans vos affaires avec des crédits et autres, avec des intérêts exorbitants. Pas question, contrairement aux pays occidentaux. Donc ça, c'est un élément en plus qui plaide en faveur de la Russie. Aucun pays n'a jamais développé un autre. Le meilleur partenariat, c'est celui où chaque pays exécute sa part du contrat.
en étant libre de sa propre politique intérieure. C'est là la liberté. Ça fait 60 ans qu'on dit être indépendant et puis on attend d'être développé par un autre pays. Voilà les amis. C'est que je voulais développer dans le cadre de cette vidéo. Il résulte de tout ceci que la RDC a besoin de renouveler sa classe politique dans son ensemble. Nous avons une classe politique de manière générale aliénée, voilà, qui ne rentrait pas dans les enjeux actuels d'un monde multipolaire qui préfère une aliénation à l'Occident, que ce soit au niveau du pouvoir ou au niveau de l'opposition. Mais il faut noter que dans les pays où il y a eu changement, comme au sein des pays de l'AES, ce sont les populations qui se sont levées. Voilà, parce que ça ne sert à rien non plus de dénoncer cela à chaque fois sans se lever. Dans d'autres pays, la jeunesse s'était levée. On a vu d'autres dire, oh la diaspora, ceci, la diaspora, cela. La diaspora a fait ce qu'elle a pu. Au sein des pays de l'AES, il y a des diasporas. Ces populations n'ont pas attendu leur diaspora pour marcher, voilà, afin d'exiger un changement. Il ne faut pas se cacher, voilà, derrière des fausses accusations pour se dédouaner de ses responsabilités. Le changement pour le Congo doit se faire en particulier sur terrain, avec la population sur place. Quand les villes tombaient, on a vu tout le monde était resté tranquille, voilà, alors qu'on savait que c'était les nations occidentales qui soutenaient Paul Kagame. Les ambassades de ces nations, de manière générale, n'ont pas été inquiétées. Et ça, c'était pas à la diaspora de le faire, c'était à la population sur place. Voilà donc, en principe, c'est à la population d'apporter les changements. Et tant qu'on n'apporte pas ces changements, nous serons conduits dans la politique, voilà, où on nous emmène, parce que, justement, Tshisekedi aurait dû aussi réformer l'armée. Pourquoi il ne l'a pas fait? Justement parce qu'il avait voulu protéger Kabila, qui avait des pans entiers, voilà, des militaires qui lui obéissaient, et certains qui lui obéissent encore jusqu'à ce jour. Donc il n'était pas libre durant tout son mandat. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi il aura une politique de soumission à Paul Kagame, qui a toujours été de mèche avec Joseph Kabila. Donc un pays, au final, doit pouvoir se protéger en ayant une armée forte. La réforme de l'armée congolaise est une priorité, voilà. Et puis, au peuple de chercher à avoir des dirigeants responsables, plutôt que de prioriser les partis politiques, voilà, d'aimer plus les partis politiques plutôt que la nation, parce que c'est la situation aujourd'hui où des leaders des partis politiques sont carrément des gourous. Ça, c'est à changer. Mais en attendant qu'il y ait ce changement-là, en aucun cas, nous autres n'allons soutenir une soi-disant opposition téléguidée par Macron et Kagame, voilà, pour nous imposer un pion du Rwanda. Voilà ma position sur voilà, cette question du deal minier entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, les amis. On se retrouve le dimanche. Je ne sais pas si je ferai une vidéo vu qu'aujourd'hui c'est carrément jeudi. Sinon, ce sera pour le dimanche prochain. Mais dans l'intervalle, je continuerai à faire des shorts. Je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, ciao!